On passe tout de suite à notre troisième table ronde. Et, le sujet est très complémentaire, c'est la dernière de la matinée, mais c'est surtout sur l'attractivité de nos talents et leur bien-être au sein de notre entreprise, parce que acquérir de nouveaux talents, c'est formidable, savoir les maintenir, c'est tout aussi important. Et pour cela, je demande à Guillaume Danel, qui est le directeur commercial de l'entreprise Plume, qui est spécialisé dans la mobilité douce, qui nous en dira un peu plus, de me rejoindre sur scène. Je t'en prie. Et on peut l'applaudir. J'appelle Fabien Kenyard, qui est le directeur adjoint de Valoto Entreprise, de me rejoindre également pour nous parler de voitures, mais pas que. Et on peut l'applaudir. Et j'ai qui d'autre ? Il n'y a pas que deux invités, si ? Non. Mais qui est l'invité mystère qui se trouve sur ma fiche suivante ? Je parierais sur EY Venture, par exemple. Ça peut être pas mal, ça. Si j'appelais Paul Grégoire, au hasard. Qu'on peut applaudir également. Responsable Hauts-de-France chez EY Venture. Et enfin, j'appelle Yali Jeanne Camara, qui est la responsable commerciale de WTW, ainsi que Anne-Catherine Monterio Ferreira, senior consultante, à me rejoindre également. On peut les applaudir toutes les deux. Merci beaucoup, quelle table ronde incroyable pour savoir comment attirer et maintenir nos collaborateurs. Alors, vous vous rendrez compte, on n'a pas mis d'intervenants, parce que ce sera l'objet d'une prochaine thématique, d'intervenants sur le sens, l'engagement. Voilà. On a vu aussi avec les chiffres de l'APEC que c'était plus forcément dans le top 2 ou dans le top 3. Les chiffres de l'APEC datés de 2022, mais sont toujours d'actualité puisque c'est post-Covid. Mais dès le 4 avril 2023, vous allez avoir une nouvelle étude qui sera en ligne et qui nous permettra de voir un petit peu si les cartes ont évolué ou pas. En tout cas là, on va revenir sur ce qu'on maîtrise, c'est-à-dire cette enquête qui montre que la première des causes d'attractivité et de rétention de nos salariés, c'est la rémunération et les avantages ou les bénéfices qu'on retrouve au sein de son entreprise. Et pour cela, on va en discuter avec nos collègues. Mais avant ça, ma petite question à Damien, en tant qu'entrepreneur, comment tu fais toi pour renforcer ta marque employeur et maintenir tes salariés au sein de ton entreprise pour pas qu'ils aillent chercher 20% de salaire en plus chez un concurrent, voire une grosse ESN? Moi, je les encourage à aller à la concurrence. C'est pas mal ça. Non, mais en vrai, là, j'ai une collaboratrice qui démissionne parce qu'elle va chez un de mes clients, et c'est super chouette. En vrai, je vais sûrement garder ce client-là plus longtemps. Et on les encourage à aller voir la concurrence et surtout à récupérer une proposition de poste formelle, une promesse d'embauche formelle. Parce qu'en fait, souvent, ils ont l'impression, en voyant les annonces, qu'ils pourraient gagner des salaires syndicats, mais toutes les entreprises leur disent après, oui, mais en fait, toi, c'est 50. Et du coup, moi, je les augmente pas. D'accord. En fait, tu les pousses à se rendre compte de la réalité, c'est ça? Oui, parce qu'ils pourraient imaginer que le marché est incroyable, alors qu'en fait, le marché n'est pas si fantastique. Pour les retenir, tu as quand même mis des tickets resto en place ou pas? On a mis des tickets resto, tout à fait, et je m'en suis mis aussi. C'est bien. Et on a mis des BSPCE avec Paul aussi. Mais c'était pour retenir plus les salariés qui étaient là depuis très longtemps et qui sont... On va parler des BSPCE, tu as totalement raison. Avant ça, je vais me retourner sur ton voisin de gauche pour toi, à droite pour moi. Plume, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites concrètement et vous êtes combien aujourd'hui? Alors, Plume, on est une équipe d'une dizaine de personnes, une jeune start-up basée dans les Hauts-de-France. Jeune puisque l'entreprise a été créée il y a 2 ans et demi maintenant par Fabrice Furlan, ancien décathlonien passionné par le domaine de la mobilité, et qui a fait un constat il y a quelques années. En gros, pour faire simple, il s'est dit c'est quand même dommage que tous ces engins qu'on vend en France pour décarboner nos villes, décongestionner nos centres-villes, fassent plus de kilomètres dans un container pour venir jusqu'à chez nous que durant toute leur vie. Et donc, du coup, il s'est dit quelle solution on peut trouver? Et donc, c'est sur ce constat-là qu'il a créé Plume, une société qui veut transformer les façons de se déplacer, aider les utilisateurs, collaborateurs, collaboratrices, employeurs à évoluer vers des solutions décarbonées, plus douces, plus vertueuses pour l'environnement.
Et concrètement, ça se présente comment? Donc ça se présente à travers donc, une entreprise qui conçoit et fabrique des engins de mobilité. On a commencé par une trottinette électrique parce que c'est le marché le plus dynamique, un marché qui représente 2 millions d'utilisateurs aujourd'hui en France. Il s'est vendu presque 1 million de trottinettes électriques en France en 2021. Et donc Plume a conçu, est en train de finaliser la conception et d'envisager la commercialisation d'une trottinette électrique fabriquée en France, plus durable, plus responsable pour l'environnement. Okay. C'est qui tes clients? Alors, on a différents clients. Il y a évidemment tous les utilisateurs, donc les 2 millions d'utilisateurs de trottinettes aujourd'hui qui sont confrontés à ces problématiques d'usage, à ces problématiques de sécurité, de durabilité de leurs engins. Donc, ce sont, c'est le premier segment que nous allons adresser. B2C, donc B2C. Exactement. On fait une super campagne aussi de crowdfunding. Exactement, tout à fait. Et en B2B? Et en B2B, on s'adresse à tous ceux qui vont nous aider à faire connaître la Plume Allure, puisque c'est son nom, cette trottinette électrique, et qui vont aider les utilisateurs à passer le pas. Évidemment, d'utiliser une trottinette, c'est un petit effort aussi. C'est des convictions à avoir, c'est un accompagnement par les entreprises, par les collectivités. Et donc, on s'adresse à ces gens-là pour leur permettre de faire changer les choses, d'infléchir un petit peu les habitudes. Au sein même de leur entreprise ou collectivité? Alors, effectivement, ça peut être au sein des collectivités, ça peut être à travers un accompagnement. On a, par exemple, des clients qui font des séances de sensibilisation. Donc, on met à disposition des engins pour justement qu'ils prennent conscience de la facilité d'utilisation, de la sensation de sécurité à travers cet engin. Et puis, il y a aussi tous les industriels, les sociétés privées qui proposent ce type d'engin à leurs collaborateurs, soit pour leur déplacement domicile-travail, soit même pour leur déplacement professionnel. On a déjà, alors pas sur la Plume Allure, puisqu'elle est en cours de fabrication et de commercialisation, mais sur d'autres engins que nous développons avec certains partenaires, des clients qui ont utilisé ces solutions et qui ont éprouvé la solution. On a par exemple un client qui, vous connaissez certainement, Meilleur Taux, qui a maintenant pignon sur rue et qui utilise, qui déploie un certain nombre d'agences à travers la métropole. Eux utilisent des trottinettes électriques pour leurs déplacements professionnels. C'est-à-dire que leurs collaborateurs, ici c'est Guy Martin qui l'évoque, utilisent ces engins pour se déplacer au sein de leur zone et aller rencontrer leurs partenaires. Bon, d'accord. Alors ça, c'est un bel argument à la fois sociétal, environnemental, mais aussi commercial, pour t'aider aussi à promouvoir ta solution. Mais c'est quoi le modèle économique? Vous faites du leasing? C'est de la vente? Effectivement, on a les deux solutions. On propose toutes les solutions pour être sûr que finalement l'adoption soit la plus facile possible. À destination du B2C, le modèle de l'acquisition, donc de l'achat sec, reste la meilleure des solutions parce que la plus répandue aujourd'hui. Néanmoins, là aussi, les mentalités changent. Les utilisateurs sont intéressés de plus en plus par les solutions de leasing, par exemple. En B2B, on s'oriente davantage vers des solutions de location associées à un certain nombre de services et d'accessoires. C'est-à-dire qu'on souhaite réellement miser, donner toutes les chances, tous les arguments pour permettre à nos clients de proposer cette solution en toute sécurité. Donc on propose par exemple, et très concrètement, en plus de l'engin, tous les accessoires nécessaires à l'utilisation en toute sécurité de l'engin, le casque, le gilet de visibilité, l'antivol, le sac à dos, et également des services d'assurance pour décharger l'entreprise de toute responsabilité en cas d'accident. D'accord, ça veut dire l'entretien aussi? Et on assure également l'entretien. Parce que sur 1440 km, il faudra changer les pneus au moins une fois, non? Alors effectivement, c'est même pas sûr. Non, sur une trottinette. Pas le pneu, je veux dire la chambre à air, quoi. Non, alors après ça dépend des modèles, effectivement. En 1440 km, il n'y a pas besoin de changer les pneus. Non, ça c'est sûr. J'avais en tête qu'une trottinette, c'était mort au bout de 3000 km environ. Alors voilà, c'est exactement ce qu'on essaye de régler comme problème. C'est-à-dire que notre trottinette, en fait, un engin de mobilité, ça se déplace dans la circulation et c'est confronté par tous les temps, avec tous les gabarits, à un certain nombre
de challenge, on va dire technique. Et en fait, ce qu'on a conçu, 120 kg, une trottinette, c'est compliqué aussi. ce qu'on a conçu en fait, c'est qu'un engin de mobilité, il faut savoir le réparer. L'engin, c'est pas, enfin, la solution, c'est pas qu'il soit indestructible. Ce sera pas le cas. Hein, c'est pas le cas d'une Porsche, donc ce sera pas le cas de notre trottinette. Mais c'est de savoir trouver des solutions pour ceux qui rencontrent ces problématiques. Alors, j'ai proposé à Damien de m'accompagner pour jouer les bons flics et les mauvais flics. Je vous laisse deviner qui est le bon, qui est le mauvais flic. Ce qui est sûr et certain, c'est que tu apportes une solution à des entreprises pour répondre, entre autres, à une problématique qui est des distances qui ne sont pas très longues, hein, job, habitation, mais surtout pour répondre à cette problématique. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre, mais il est assez dramatique. Un quart des Français ont refusé un job faute de moyens de transport adaptés. C'est quand même assez conséquent. Le ministère des Transports qui nous confirme ça. Il dit également qu'un actif sur 5 continue d'utiliser sa voiture thermique pour se rendre au travail alors qu'il y a moins de 9 km pour s'y rendre. Ah ouais, c'est Donc, même la moitié des trajets d'un kilomètre en voiture. Hein. Sur les trajets pendulaires, c'est la moitié des trajets de moins d'un kilomètre qui sont faits en voiture. C'est ridicule. Enfin, là, on n'est pas dans le débat voiture versus trottinette. Moi, ce qui m'importe, c'est que c'est des moyens supplémentaires ou complémentaires que l'entreprise a à sa disposition aujourd'hui pour attirer ou renforcer ses collaborateurs au sein de ses équipes. Effectivement, et ça c'est vraiment pour l'utiliser finalement au quotidien, parce que chez Plume, on met à disposition évidemment une flotte de trottinettes auprès de nos collaborateurs. On les utilise pour se rendre au travail, pour aller chercher un sandwich le midi. Et donc on se rend bien compte que ça transforme un petit peu justement nos façons de nous déplacer. Ça permet déjà de faire une vraie déconnexion entre le boulot et puis le domicile. Ça permet aussi de gagner du temps, de gagner de l'argent, hein, parce que en termes d'entretien, de consommation de carburant, etc. Ça coûte combien? Je suis une entreprise, je veux consolider un collaborateur dans son poste. Je veux lui offrir, en plus des tickets resto, une solution de mobilité douce, parce qu'on considère que les distances font que la trottinette électrique peut être une solution. J'ai une solution de leasing au sein de Plume. Comment ça se passe et ça coûte combien? Alors effectivement, il y a des solutions de leasing très concrètement. À la louche. Hein. Oui, très concrètement. Donc on propose, c'est assez traditionnel, des solutions sur 24 ou 36 mois. Et d'ailleurs, on fait une opération spéciale pour les adhérents de la French Tech. Mais je ne doute pas que tu vas en parler. En gros, c'est un tarif qui avoisine les 50-60 € mensuels, tout compris. Donc l'engin, les accessoires, les assurances, l'entretien. Voilà. Aucune charge supplémentaire, à part évidemment la charge de la trottinette qui représente à peu près 80 centimes par mois. Si je peux me permettre, quand nos salariés se plaignent en arrivant en Retech qu'il n'y a pas de place pour se garer, le réflexe chez l'entreprise aujourd'hui, c'est de prendre un loyer dans le parking à côté à 100 € par mois. Alors qu'il vaudrait mieux acheter des trottinettes, louer des trottinettes à 60 € par mois. Quoi. Pas de jugement. Moi, je dis chaque chef d'entreprise fait ce qu'il veut. Par contre, c'est pour relativiser le prix. Ouais, c'est vrai que la métropole lilloise est très dense. Encore une fois, les Hauts-de-France sont très larges et donc chacun va chercher sa solution à son problème. Ce qui est sûr et certain, c'est que 80 balles par mois max, 60 balles, soit 80 balles, l'entreprise, elle est presque en mesure de le prendre en charge entièrement. Parce qu'on peut avoir... Ça se passe comment côté impôt ? Alors, il existe différents dispositifs dont vous avez peut-être entendu parler, notamment le forfait mobilité durable, qui permet, dans la limite de 800 € par an et par collaborateur, d'exonérer à la fois le salarié et l'employeur de charges fiscales, de cotisations sociales. Donc c'est 800 € qui se combinent avec notamment la prise en charge des transports en commun. Super. Donc cette solution est éligible. Donc voilà, ce n'est pas considéré comme un avantage en nature et on peut le déduire. Voilà, excellent, c'est super. Et effectivement, pour les plus curieux et pour les adhérents qui ne le savent pas encore, les adhérents de la French Tech Lille, on a la chance d'avoir Plume comme adhérent qui offre une offre exclusive que je ne dirai pas puisqu'on est filmé, on est en ligne et qui, bah oui, quand même, vraiment faut être intéressante adhérent pour le savoir.
Et ben vous adhérez, vous saurez ce que les membres offrent aux membres comme avantage, et Plume en fait partie. Merci à toi. On va passer tout de suite à ton voisin, Fabien. Alors toi, tu fais partie, on va dire, de l'industrie de la mobilité classique, puisque tu représentes une quinzaine de concessions automobiles. 19. Eh ben. Ouais, 19 concessions. Et pas que des électriques, hein. Donc c'est pour ça que je disais que c'était pas le sujet de la pollution ou pas. Il y aura un autre sujet, un autre débat là-dessus. Par contre, à un moment ou un autre, quand on dépasse un certain nombre de kilomètres, la trottinette, ça devient un peu moyen. Et ceux qui font de l'autoroute, enfin j'en ai pas beaucoup vu sur les autoroutes, mais généralement on les conseille TGV, pas. Sam. Est-ce que c'est un moyen qui est réservé pour uniquement les cadres sup, pour fidéliser les cadres sup, ou aujourd'hui il y a une vraie évolution dans tout ce qui va être leasing justement? Alors aujourd'hui il y a une vraie évolution dans le sens où ça devient pour les talents que vous voulez recruter un moyen de négociation. C'est-à-dire que nous on fait à Valoto on fait à Valoto à peu près 1900 voitures à professionnels. Aujourd'hui, on a des gens qui nous achètent des autos, des chefs d'entreprise, des chefs de parc, qui nous disent voilà, je vais prendre tel type de véhicule pour garder mon salarié, parce que je veux pas qu'il s'en aille, et lui, il lui faut une 7 places parce qu'il a 3 enfants, qui veut un grand coffre, Avant, c'était on prend la basique blanche et voilà, tout allait bien, quoi. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Aujourd'hui, même les patrons, les chefs de parc négocient pour leurs salariés des véhicules haut de gamme pour être sûr qu'ils restent dans l'entreprise. D'accord. Après, c'est pour une typologie de salariés en particulier ou Pas ça peut forcément. être ouvert Pas forcément. Ça s'est vraiment démocratisé aujourd'hui. Avant, oui, c'était vraiment les cadres ou quoi. Ou les commerciaux, ceux qui faisaient beaucoup de kilomètres. Eh ben, aujourd'hui, non, il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, des comptables aussi ont des véhicules de fonction. Donc, ils n'en ont pas forcément besoin. On leur prend un véhicule de fonction pour... au lieu de leur faire une augmentation, par exemple, je pense, on leur donne un véhicule de fonction, qui peut être un truc sympa, une Golf 5 places, diesel ou essence, ou électrique. Donc non, c'est pas mal. Parce que vous avez en plus une gamme assez large, vous êtes adapté aussi. Mais alors du coup, tu fais pas de mobilette, tu fais pas de trottinette électrique encore? Pas encore. Hein? Non, on fait pas de peut-être un trottinette deal électrique. à faire là, en complément. Mais par contre, avec la région, Volkswagen a fourni pour 1 euro par jour des véhicules à des gens qui avaient besoin de trouver un emploi qui était assez loin de leur domicile. C'est vous qui êtes derrière ce marketing que le conseil régional a mis en place. Donc 1 euro par jour, il y a 30 jours, en général, ça fait pas cher pour une voiture. Désolé, mais c'est pas cher du tout, quoi. D'accord. Alors c'est vrai ça, c'est la région, c'est Xavier Bertrand qui a fait ça. Oui, ça c'est vrai qu'on a une métropole qui reste encore très, très dense et très concentrée. On a un certain nombre de moyens de mobilité, multiples et variés. Par contre, dès qu'on sort de métropole, on est l'un des premiers territoires nationaux agricoles. Et donc, on a une ruralité très forte. Donc là, le véhicule devient important. Je me souviens que j'avais livré, il n'y a pas très longtemps, une infirmière lilloise qui partait à Vennes-sur-Helpe et qui n'avait pas de voiture. Et voilà, la région avait fourni 1 euro par jour. Tu as le même, la même stat, là, 25% des personnes refusent un emploi faute de mobilité. Tu connaissais cette stat-là? Non, sincèrement, non. Moi, je la trouve énorme, entre nous. Énorme, surtout quand on sait que les métiers sont en tension. Et pas dans la tech. Si vous voulez, aujourd'hui, le leasing, de toute façon, quand on voit une publicité de voiture aujourd'hui, on ne vous dit pas elle coûte autant. On vous dit c'est à partir d'autant, que ce soit en particulier, encore plus en professionnel. Aujourd'hui, le leasing s'est complètement démocratisé. Je crois qu'on est, nous, à 90% de nos ventes sur les 1900 voitures en leasing. Ah, il n'y a plus de vente directe. Plus personne veut. Ça, c'est comme Netflix, en fait. Achète direct aujourd'hui, ça existe quasiment plus. Je me suis abonné à Netflix, je me suis abonné à une voiture. 24, 36, c'est vraiment le plus haut, c'est très rare. J'ai un ami chef d'entreprise qui a plus de voiture, il fait tout à vélo. La réalité, c'est qu'il emprunte les voitures de ses collaborateurs qui sont en leasing. C'est une très bonne idée. Si vous voulez plus avoir de voiture, donnez-en aux salariés, empruntez-les quand vous avez besoin d'un coffre. Quoi. Ça coûte combien un leasing en moyenne pour une entreprise? Il y a tous les modèles, tu me diras. On peut commencer à louer des voitures pour 150 € par mois, comme on peut en louer après chez nous. Si on part sur des Audi ou des choses comme ça, on peut être à 2000 € par mois aussi. Et sur les véhicules électriques ou hybrides, il y a des incentives pour l'entreprise de mémoire. Pardon, j'ai pas écouté. Il y a un incentive pour l'entreprise sur les véhicules électriques ou hybrides. Je pense que la Golf GTE, c'était bien incentivé de mémoire. Oui, tout à fait, mais c'est surtout aujourd'hui le 100% électrique qui va être intéressant pour une entreprise.
pas de TVS, rien de tout ça, donc Ouais. c'est quand même intéressant, oui, bien sûr. Et pour le salarié, ça lui coûte quelque chose? Ah non, rien du tout. Un Non, petit c'est peu l'entre- sur les impôts peut-être, non? Bon, sur sa fiche de paye, il peut avoir un avantage en nature où il va payer des charges dessus et on lui récupère à la fin. C'est le max que ça va lui coûter, c'est-à-dire pas grand-chose. Oui, quelques milliers d'euros par an max. Oui, Quoi. et encore. Contrairement aujourd'hui à la trottinette électrique qui, elle, n'est pas du tout prise en charge dans de l'avantage en nature. Ok, pas encore. Mobilité durable. Ok. Et même pour une voiture électrique à 100% électrique, ça rentre en avantage en nature? Non, je Non. pense pas. De mémoire, non. Ah oui, Je suis d'accord. pas comptable, Excellent. mais de mémoire, non. Donc c'est clairement un outil d'attractivité, des talents, de proposer un moyen de mobilité quel qu'il soit. Ok. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est important. N'importe quel salarié dans une boîte, il fait attention aujourd'hui à ce qu'il va avoir comme voiture quand il négocie, surtout s'il est commerciaux. Je vais vous interroger là, Pardon. l'URSSAF. Je sens bien qu'il y a un truc là qui. Il y a un truc qu'il faut atténuer. Attention, il y a la législation, il y a le discours commercial et il y a la législation. On va garder une question juste après pour vous. Je ferai pas Tout à l'heure, tu as fiche de parlé, paye. Damien, de BSPCE. C'est quoi ce machin? Est-ce que je paye Est-ce qu'on a quelqu'un dans l'audience ici qui peut nous expliquer ce que c'est au hasard, Paul? Ouais. Paul, alors, qui es-tu d'abord? Vous m'entendez bien? Ouais, Oui, super. Paul, en fait, je suis avocat au sein du groupe EY et plus précisément, je dirige l'activité EY Venturi dans les Hauts-de-France. Donc, en fait, EY Venturi, c'est un cabinet d'avocats, j'y tiens, qui évolue dans le groupe EY. Et notre ADN, c'est vraiment d'accompagner des dirigeants, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise dans l'ensemble de leurs problématiques juridiques, fiscales, etc., auxquelles ils peuvent être confrontés. Donc, de manière un peu schématique, les clients qu'on accompagne, c'est aussi bien le jeune dirigeant de start-up qui crée son entreprise, que la PME qui a bien grandi, qui fait de la croissance externe, et puis entre les deux, toutes les opérations de levée de fonds, etc., qui peuvent éventuellement intervenir. Et en fait, pour que vous compreniez la démarche, on est ce cabinet d'avocats au sein du groupe EY, puisque régulièrement, les clients qu'on accompagne, lorsqu'ils évoluent dans leur croissance, sont amenés à avoir des besoins qui ne sont plus dans notre périmètre. Et là, on a toute la profondeur de service EY, que ce soit d'un point de vue technique ou géographique, qui permet de répondre aux attentes de nos clients. D'accord. Et concrètement, sur notre thématique de levier d'attractivité, de bien-être, en tout cas de fidélisation des talents, comment tu accompagnes les entreprises? Alors effectivement, ça me fait sourire que vous parliez de BSPCE, puisque c'est vraiment le sujet qui revient de manière récurrente chez les clients qu'on accompagne. J'ai l'impression que surtout dans l'univers startup. Ah, c'est quoi des BSPCE? Alors oui, tu as raison de poser la question. Des BSPCE, alors c'est un acronyme qui signifie bon de souscription de part de créateurs d'entreprise, mais tout simplement, c'est un bon qui permet à terme d'accéder au capital de la société dans laquelle on travaille à des conditions financières et fiscales, et c'est important, privilégié. Donc, du point de vue de l'employeur, c'est effectivement un outil de rétention, puisqu'il y a un pari qui est fait par l'employeur que cette carotte, entre guillemets, va permettre de garder le salarié dans les effectifs pendant une certaine durée. Donc c'est des choses qu'on met souvent en place. Je ne connais pas une jeune start-up qui évolue ici dans ce secteur géographique qui ne met pas ça en place au profit de ses salariés, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est dans l'ADN de l'écosystème des start-up. Souvent, ce qu'on constate, pour avoir peut-être aussi un petit regard critique sur le sujet, c'est que l'erreur qui est faite, c'est de se précipiter dans la mise en place de cet outil. J'ai certains clients qui vont permettre à 20 salariés d'accéder au capital de la société via cet outil. Et puis au bout de 4 mois, ils vont me dire, sur les 20, il y en a déjà 10 qui sont partis parce que finalement, on pivote, le business model n'est pas évident, etc., etc. Donc finalement, on annule la moitié de ce qu'on a fait. Donc vraiment, ma préconisation sur ce sujet-là, il ne faut pas se précipiter, il faut bien réfléchir et finalement, il faut réserver cet outil d'accès au capital, parce que mine de rien, être associé de la société dans laquelle on travaille, c'est pas rien. Il ne faut pas se précipiter, il faut vraiment le réserver au profil qu'on identifie comme clé et long terme. Et sur ces profils-là, ne pas hésiter à mettre le paquet plutôt que se poudrer sur plein de profils avec de la perte en ligne, si je peux parler comme ça. Alors, Si je peux compléter, moi j'en ai eu, la première fois que j'en ai entendu parler, j'étais salarié dans une grosse start-up parisienne qui avait levé avec le même que Blablacar, donc c'était méga cool. Et on m'avait dit, au lieu de te payer 42, on va te payer 38 et on va te donner 3 000 euros de BSPCE par an où tu restes dans la boîte. Tu sais qu'entre 38 et 42, c'est 4000. Déjà, ils t'ont grugé de 1000. C'est n'importe quoi. Et en fait, en pratique, quand ça allait pas, quand la boîte a commencé ça a commencé à aller moins bien, de manière générale, j'avais aucune information sur l'actionnariat de la boîte, au-delà des papiers que j'avais signés. On m'expliquait pas la gouvernance de la société, c'était très opaque. On était 10 dans la boîte, c'était siloté, il fallait passer par le CTO
en dessous. Oui, non, il se ferme tout seul. Et donc, du coup, il y avait, en fait, comme il n'y avait pas l'information sur comment la boîte est gouvernée, il y a quelle gouvernance, quels sont les projets capitalistiques de la société, en vrai, les parts n'avaient pas de valeur. Et quand ça s'est mal passé, j'ai décidé de partir en me disant, de toute façon, ces parts ne vaudront rien demain. Et la boîte a été liquidée, donc j'avais raison. Malheureusement. Malheureusement, ils ont bien fait, en fait. Mais le sujet est que quand moi, du coup, j'ai eu l'occasion de lever des fonds, Paul m'a conseillé de mettre des BSPCE, de les négocier avec le fonds d'investissement. Et je les ai donnés le plus tard possible, parce que justement, je voulais pas les donner comme des billets de Monopoly à mes salariés. Et je voulais que mes salariés comprennent exactement la valeur d'une action. Je voulais que mes salariés soient éduqués au capital, parce qu'en vrai, dans vos salariés, il y en a peut-être moins de 10% qui ont déjà possédé des actions non cotées, même beaucoup moins que ça. Donc en vrai, si on n'explique pas tout ça, si les salariés ne comprennent pas le projet de l'entreprise, ne comprennent pas quelle est la cap table de la boîte, leur donner des BSPCE, c'est un ersatz de stock option qui marche avec des cadres sup qui ont déjà bossé dans des boîtes où il y avait ce genre d'incentive. Ouais, je suis d'accord avec Paul, il ne faut pas le faire vite, il faut le faire Stock avec Option en France, gravité. c'est pas exactement le même titre, mais par contre, tu nous avais caché au début, tu n'as pas que des tickets resto donc, dans ta besace. Tu as aussi des BSPCE Ouais, pour les les. BSPCE, c'est cool. Stock Option, ça n'existe pas. Nous, on a plutôt des BSA ou BSAR en France, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est plutôt pour c'est des bons de souscription actions. Et là, c'est plus pour ce qu'on appelle des keymen. C'est quoi la différence entre une BSPCE et une BSA? Est-ce qu'il y en a une? Oui, effectivement, il y en a une. Alors attends, comment résumer ça de manière un peu synthétique? Bon, le BSA, qui à une certaine époque était effectivement souscrit par des salariés, etc. Bon, sans rentrer dans les détails techniques, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins pour des raisons essentiellement de requalification du gain en traitement et salaire et non pas en plus-value. Bon, voilà, je ferme On la va en reparler un parenthèse, jour, ça. mais C'est un vrai pense. sujet. Mais je ferme la parenthèse. Ouais. On le voit parfois lorsque le bénéficiaire de l'outil n'est pas un salarié, mais peut être éventuellement typiquement un consultant qui vient un peu apporter un peu de jus de cerveau à l'entreprise et qui dit comment je suis rémunéré. Bah écoute, j'en sais rien, on va te donner des BSA. Bon, ça se fait un petit peu, mais franchement, c'est des choses qu'on voit de moins en moins. Et BSAR, alors là, c'est plutôt un outil qui généralement est souscrit par des investisseurs. On s'éloigne un peu de vraiment cette idée de rétention des salariés. C'est un outil qui va permettre de renforcer le haut de bilan de l'entreprise de manière agile, rapide et efficace en vue de levée de fonds futurs. Mais voilà, c'est un outil un peu intermédiaire. Mais voilà, c'est vrai que c'est des acronymes qui sont proches, qui se ressemblent, BSA, BSR, mais en réalité, BSR, c'est plus fléché pour les investisseurs que pour les salariés de la Donc société. BSA, BSPCE, ça, ce sont des outils qui sont à disposition de l'entrepreneur, de l'entreprise, pour les distribuer aux salariés Je pour crois les qu'on fait retenir. plus appel à des AGA qu'à des BSA pour les salariés, non? Effectivement. Action gratuite. Non, mais tu as raison de le. Tu vois, s'il fallait identifier une alternative au BSPCE, je parlerais davantage des actions gratuites que des BSA. Pardon. Parce que, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je pense que ça n'intéresse pas les uns et les autres, en tout cas pas immédiatement, mais d'une manière générale, ce que nous dit la loi et la jurisprudence, c'est qu'on proscrit tout ce qui n'est pas BSPCE, actions gratuites et stock options. Donc effectivement, comme le dit Damien, lorsque pour X raisons les BSPCE ne sont pas l'outil qu'on souhaite retenir, on s'oriente plutôt vers les actions gratuites que vers les BSA. D'accord. Ok. Et c'est pour quelle typologie de salariés, généralement, que les entrepreneurs t'invitent à mettre en place ce dispositif? Généralement, alors sauf certains qui font l'erreur, parce qu'à mes yeux c'est quand même une erreur de l'attribuer à quasiment tous les profils, généralement c'est quand même attribué au profil clé de l'entreprise, le CTO, celui qui va être notamment dans les sociétés où tu as de la grosse R&D qui vont être responsables de toute l'activité R&D, et également les profils commerciaux. C'est généralement ces profils-là qu'on incentive. Ça ne veut pas dire qu'on n'incentive pas les autres, ça veut juste dire que pour les autres on retient d'autres outils qui ne sont pas l'accès au capital. Si je peux me permettre de compléter, Sam, la situation dans laquelle on ne veut pas se trouver, c'est que les 10 premiers ils aient des BSPCE et qu'après on n'en ait plus à donner aux gens qui vont être managers de ces gens-là. Parce que ça fait un peu un antécédent. Tu vas recruter quelqu'un qui va être... tu vas recruter par lot à ce moment-là. Tu vas recruter un manager qui n'aura pas de BSPCE. Et il y en a un qui va être dans son équipe qui va dire non, mais en fait moi j'ai l'historique, en plus j'ai des BSPCE, je sais mieux que toi. Et en fait ça crée un antécédent qui crée une inertie dans la boîte. Ça t'empêche d'avoir du turnover aussi. Tu as des salariés qui vont pas partir à cause des BSPCE alors que le turnover, tu en as besoin à un certain moment dans la boîte. Tu veux pas en donner au tout premier, tu veux en donner à ceux qui seront là à la fin. D'accord, donc c'est vraiment une lame à double tranchant.
C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser, mais intelligemment, bien conseillé, et pour différents besoins et à différents moments clés de l'entreprise. Il y a d'autres dispositifs que tu promeus au sein d'EY Venture de ce type-là? Oui, alors il y en a... Pour tenir les talents, hein, j'entends bien. Oui, je comprends. Bah, d'un point de vue... alors, comment dire, il y a des manières de retenir le talent via la rémunération, via les avantages en nature comme le véhicule, etc. Mais bon, ça, je pense qu'on en a parlé. Et nous, les outils qu'on met fréquemment en place, je reviens un peu à ce que je disais, c'est les BSPCE, les actions gratuites, et les stock options aussi, qui retrouvent une nouvelle vie, y compris dans des petits groupes. On a un peu tendance à penser que c'est un peu réservé à certaines entreprises d'une certaine taille. Oui, c'est vrai. Finalement, on se rend compte, et encore une fois en lien avec les évolutions de la loi et de la jurisprudence de ces derniers temps, que c'est un outil qui est très bien, qui a un fonctionnement qui peut très bien convenir à certains groupes. Et donc on le voit aussi comme alternative au BSPCE, notamment lorsque l'entreprise n'est pas éligible au BSPCE. Je reviens à toi, Guillaume. Vous avez mis en place ce type de solution au sein de Plume? Ou vous pensez... Alors je sais que tu n'es pas le CEO, mais tu œuvres, vous êtes une équipe assez soudée et assez dynamique. Effectivement, c'est en cours de réflexion, mais ça n'a pas été mis en place Ok. pour le moment. On est encore un peu jeune, l'équipe a moins d'1 an, hein, globalement, Ouais. donc voilà, je pense que c'est... Je ne suis pas le mieux placé, mais c'est en cours de réflexion. Guillaume a raison, moins d'1 an, c'est trop jeune. Il faut se poser cette question quand? Moi, j'ai attendu 5 ans pour les attribuer. 5 ans. Ah ouais. Alors tiens, Tous les on a 18 moins mois d'un pour an les et DDM, 5 ans. C'est quoi le bon timing pour toi? J'aurais tendance à dire que 1 an, ça me semble un peu tôt. 5 ans, bah, si on a réussi un peu à... tard. Si tu as retenu... Comment? C'était un peu tard. Non, mais c'est ça. Après, si tu as réussi à retenir les personnes concernées pendant 5 ans, ça veut aussi dire que peut-être que tu as vu juste. Généralement, on le voit, Alors, on le voit parfois, mais je trouve que c'est parfois pour des mauvaises raisons. C'est par exemple entre la création d'une société, une éventuelle première levée de fonds, quand il y a une période qui est parfois un petit peu difficile pour tout le monde, avec des salariés qui se posent des questions sur l'avenir de la société. Il y a une forme de fuite en avant en ouvrant le capital à des salariés pour leur dire non, reste là. Et en réalité, on n'a pas complètement résolu le problème en procédant de cette manière-là. De manière plus classique, on le voit postérieurement une première levée de fonds. Voilà, on a pu faire une première levée de fonds, on a renforcé les fonds propres, on y voit un peu plus clair sur le business model, on se staffe de manière plus significative. Et là, ça a du sens de mettre en place ce genre d'outil. Finalement, c'est au bout de 2-3 ans. Nous, c'est le bridge qui a déclenché le fait qu'on le fasse. Ça, On est allé chercher un bridge, donc il y a eu un deuxième événement dans l'Equity Story. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit qu'il fallait attribuer les BSPCE, parce que sinon, elles auraient été décalées en termes de valeur par rapport à leur émission la première fois, quoi. J'ai bien expliqué? Oui, j'ai compris que c'était à travers une étape clé. Il y a des différents paliers de maturité dans la vie de l'entreprise. Ce n'est pas forcément l'âge d'ailleurs, c'est les paliers plus ou moins de croissance. Et en fonction de ça, on va déclencher tel ou tel outil, que ce soit du leasing, que ce soit de la rémunération via du capital directement ou indirectement. Par contre, on a ici non pas une, mais 2 représentants de WTW. Vous êtes qui? Oui, je le vois, je fais semblant de rien en fait. Tu sais, je vois par mon œil de pigeon comme ça. Et c'était le but, c'était de ne pas casser la conversation. Merci, tu m'as foiré mon show. Je plaisante, Anne-Catherine. Clairement, Yali-Jeanne, Anne-Catherine, vous représentez WTW. Alors rapidement, c'est quoi WTW? Alors WTW, on est un courtier conseil en fait en entreprise sur les risques d'entreprise et le capital humain. Donc pour ceux qui sont issus du Nord, en fait, c'est ex-Grâce-à-Voix. En fait, un gros courtier local qu'on avait là. Donc on est WTW depuis 2 ans. C'est plus facile à retenir quand même. Ouais, on est d'accord. Et WTW, c'est 2000 collaborateurs en France. En fait, on a un courtier quand même international. Donc sur notre périmètre, c'est 2000 collaborateurs en France, 35 bureaux en région et à peu près 430 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour revenir à Lille, donc moi je suis directrice commerciale du bureau de Lille. C'est 130 collaborateurs qui sont affiliés. Voilà. Donc aujourd'hui, on a la chance nous d'accompagner, on va dire la communauté French Tech, donc sur des entreprises qui sont au Next 40 et au FT 120 sur le capital humain. Donc c'est aussi pour ça qu'Anne-Catherine est présente aujourd'hui, puisqu'on travaille essentiellement en expertise. Ce qui veut dire que sur toutes les entreprises aujourd'hui, peu importe leur secteur d'activité, on va pouvoir arriver avec des domaines de compétences bien précis. Donc tout à l'heure, on vous évoquait, voilà, quand on va commencer à travailler une entreprise, à quel moment il faut y aller, c'est peut-être parfois un peu trop tôt, parfois un peu trop tard. Nous, on doit être vraiment en amont des réflexions que vous allez avoir. Donc parfois en R&D,
Là-dessus, on va venir avec des spécialistes sur de la responsabilité civile, du dommage. Et quand les entreprises vont lever des fonds, aller en scale-up, etc., on va être sur des sujets sur ce qu'on appelle enquête et rémunération. C'est là où on va revenir justement sur les leviers pour l'attractivité et le bien-être des talents. Donc du coup, je pense que Laurie peut avancer sur une slide qu'on doit présenter. Voilà. Donc les sujets aujourd'hui que rencontrent les entreprises, donc c'est un constat qui sera assez général et on va venir un peu en entonnoir par l'intermédiaire d'Anne-Catherine, qui vous détaillera plus en détail. Nous, le constat qu'on a fait, on est parti sur 1000 salariés que nous avions dans notre panel d'entreprises que nous assurons aujourd'hui. Concrètement, vous pouvez le constater, en 2020, et c'était un quart des entreprises qui rencontraient des problématiques en fait, sur tout ce qui était attirer et retenir des talents. Et puis voilà, Covid évidemment est arrivé, 2023, et aujourd'hui c'est 9 entreprises sur 10 qui se demandent aujourd'hui comment elles vont faire pour retenir leurs talents. Et là c'est un vrai sujet aujourd'hui que les DRH ou les Compenben nous partagent en fait. Et la partie aujourd'hui de Towers, donc vous avez Willis Towers Watson pour WTW. Towers c'est vraiment sur le capital humain. Et donc là-dessus c'est vraiment des sujets, des datas qu'on met à disposition. Je ne peux pas les citer pour l'instant parce qu'on est sous NDA et donc on a des entreprises effectivement de la French Tech 120 et du Next 40 qu'on accompagne aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc attends, si je comprends bien ton deuxième graphique, l'un des outils c'est de comparer l'augmentation moyenne et de conseiller l'entreprise dans quelle politique RH et de rémunération en particulier sur des data, sur de la business intelligence que vous faites, c'est ça? Exactement. Et là, je vois 6% d'inflation en 2022 avec une augmentation moyenne de 3% c'est ça. sur 2022. Voilà, sur le deuxième graphique, en fait, de qui représente à peu près 15 années, en 2007, très simple, assez lisible ce graphique, l'inflation annuelle était d'1,4, alors que l'augmentation des salaires était à 3,2. Donc si on repart tout de suite sur 2022, là on constate forcément qu'on a une problématique de coût et pour tous les salariés en fait. C'est-à-dire que notre rémunération n'est pas au niveau de l'inflation annuelle. Qu'est-ce qui se passe là justement? Donc là-dessus, les Compenben et les DRH viennent nous voir, on échange et de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en avant. Aujourd'hui, vous êtes sur tel secteur d'activité et derrière, on va nous de façon très macro avec les chiffres et l'avantage d'un groupe, on est régional, on est français et aussi à l'international, c'est qu'on a des datas qui nous permettent à travers l'ensemble du groupe de pouvoir avoir une vision très macro et finalement arriver à approfondir sur chacun des secteurs d'activité qu'on va vous détailler. Donc l'idée, c'est de dire aux Compenben et aux DRH, voilà aujourd'hui, dans votre secteur d'activité, ce qu'il en est, comment c'est fait, et comment nous, on va venir justement vous proposer une solution pour que vous puissiez retenir vos talents. Et si ceux qui veulent partir, c'est aussi leur montrer finalement comment les faire venir aussi. Ça, c'est très important parce que sur la thématique start-up, c'est beaucoup de... ça bouge beaucoup. Donc maintenant, il faut qu'on soit assez assertif là-dessus et on va y arriver avec Anne-Catherine qui va vous détailler ça. D'accord. Avant de passer sur, je sais pas ce que tu as parlé un peu dans le fond, les différents, il y a la rémunération qui est assez basique, et c'est intéressant de voir l'inflation. Alors une entreprise qui augmente de 3%, c'est pas négligeable, et quand l'inflation elle est 2 fois plus, il y a une double frustration, non? Vous ne ressentez pas? D'un côté, l'employeur il peut pas faire un gap de 0 à 6%. Sam, le pire c'est que les salariés ils trouvent plus de logement. Les salariés ils n'arrivent plus à trouver un loyer ici à Lille. Alors tu fais comment? Tu les as augmentés de 6%? Non, ils vont vivre. Je leur laisse travailler en télétravail. Ils vont vivre à Cambrai ou à Valenciennes. Okay. Mais non, mais la réalité, c'est qu'avant de manger, les salariés aujourd'hui, quand tu es seul et que tu gagnes moins de 2000 €, t'as pas de loyer à Lille. Toi, tu as un truc avec l'immobilier depuis ce matin. Non, mais c'est En tout cas, 4,5% en 2023 avec une inflation qui est en baisse. On va retrouver quelque chose d'à peu près équivalent avec les années précédentes. On se rend compte quand même que 2022, ça a vraiment été une année très particulière. Okay. Oui, tout à fait. Bon. Et c'est aussi pour ça que, on va simplement enfoncer des portes ouvertes. Mais vous verrez que, en tout cas, dans ce qu'on apporte, nous, à nos clients au quotidien, là, l'idée, c'est vraiment simplement de se poser, de se dire, constat aujourd'hui sur votre panel de collaborateurs, et derrière, qu'est-ce qui est mis en place par vos pairs, qu'est-ce qui fonctionne chez vos pairs, et comment on va le faire, nous, pour vous accompagner là-dessus. Donc, ça va être plusieurs structures. Okay. Et puis, ce sera le job d'Anne-Catherine, là. Eh bien, Anne-Catherine, justement, concrètement, on a des slides qui suivent. J'aimerais bien savoir un peu qu'est-ce qu'on a d'autre à part, entre guillemets, bête augmentation.
Oui, alors effectivement, on a le contexte économique, le contexte exceptionnel d'inflation qui ont poussé aujourd'hui les organisations à développer de nouvelles politiques de rémunération, de nouvelles politiques RH pour attirer, retenir les talents. Et c'est d'autant plus vrai que, on en a parlé ce matin, vous avez des difficultés d'attraction, de rétention. Il y a déjà nous l'a présenté aujourd'hui. Il y a une vraie aussi tension sur le marché de l'emploi aujourd'hui, plutôt du côté du salarié qui a le choix de choisir son entreprise pour plusieurs raisons, hein. On l'a vu, soit pour des raisons de rémunération, mais aussi pour des raisons de bien-être et aussi de choix tout simplement d'organisations qui veulent intégrer. Donc les problématiques d'attraction, de rétention, d'engagement, elles concernent beaucoup de salariés aujourd'hui, elles sont en augmentation. Quand on regarde la dernière étude qu'on a menée, Global Benefit Survey, sur près de 1000 salariés, on a encore 56% des salariés qui se projettent à 2 ans dans leur organisation. Donc c'est un bon chiffre, plus de la moitié. Néanmoins, on ne peut pas s'empêcher de penser à la grande démission aux US qui pointe le bout de son nez, donc en France, avec 10% de taux d'attrition, donc de départ volontaire aujourd'hui en France, hein, quand on regarde les chiffres. Et puis, du coup, ça se traduit très bien par le fait qu'on va avoir 44% des salariés qui sont soit à la recherche d'un nouvel emploi, donc qui sont vraiment actifs sur le marché du travail, soit qui sont à l'écoute de nouvelles opportunités, donc qui resteraient dans leur entreprise, mais qui néanmoins, s'ils avaient une autre opportunité, iraient voir ailleurs, si je peux le dire comme ça. Une petite précision, est-ce que tout à l'heure on a eu des présentations de l'APEC sur des chiffres 2022, est-ce que c'était généraliste? C'est sur tout secteur d'activité confondu. Est-ce que là, on est aussi sur tout secteur d'activité confondu, ou sur l'ensemble de vos clients, ou sur spécifiquement le monde de la tech et l'innovation? Alors là, on est spécifiquement sur un marché général, en fait. Donc, vous avez derrière plus de 800 entreprises. Donc, ça représente tout secteur d'activité. Tout secteur d'activité. Néanmoins, on a aussi des chiffres sur également l'univers de la tech. Donc, quand on regarde de plus près, en fait, les facteurs d'attraction et de rétention en évolution pour les salariés, on l'a dit, hein, aujourd'hui, toute la matinée, la rémunération reste l'un des critères numéro 1 d'attraction. Aujourd'hui, c'est l'une des raisons pour lesquelles les salariés quittent leur entreprise, puisqu'ils vont avoir de meilleures propositions. Mais c'est également un critère de rétention, puisque ça arrive en numéro 2. Néanmoins, quand on regarde plus spécifiquement donc, les talents du digital, la rémunération, elle arrive en critère numéro 3. Ce qui va passer avant, ça va être l'intérêt des missions. Dans un premier temps, d'avoir un travail varié, qui va être challengeant, qui va les motiver au quotidien, et aussi d'être impliqué dans la performance de l'entreprise. Donc ça peut passer notamment par des systèmes de rémunération différenciants, comme les BSPCE par exemple. Oui, ce qu'on vient de voir juste avant, ce qui est l'intéressement à long terme. Mais on voit aussi, il y a le salaire de base, il y a des primes, il y a des bonus. On a des primes, la prime Macron, ça ne s'appelle plus comme ça, mais elle a été pérennisée, je pense. La mutuelle, en vrai, c'est un truc chouette. Hein. Oui. Ouais. Les salariés, ils sont contents quand ils ont une bonne mutuelle. La mutuelle, c'est vrai, on n'en a pas parlé, tiens, la mutuelle. Alors... On fait un peu de pub pour Alan, tant qu'à faire. Allez, tiens, ça Non, c'est bénéfice. Hein. Bénéfice, bien sûr. Bien Donc essayé. Aujourd'hui, on ne parle pas que de cash, on parle de rémunération globale. Pourquoi ? Parce qu'on parle de total rewards. Donc la rémunération, ce n'est pas que le salaire. Donc effectivement, il y a le salaire, il y a les bonus, il y a des primes exceptionnelles qui sont attribuées aujourd'hui et qui vont être très différenciées en fonction des talents. Il y a des fonctions clés, des fonctions qui sont plus ou moins en tension par rapport à d'autres, qu'on va mieux rémunérer et qu'on va aussi mieux récompenser. L'idée, c'est de valoriser le travail en fonction de la contribution aussi de chacun. Mais au-delà de la rémunération, on en a parlé aujourd'hui, on a l'idée qu'aujourd'hui le salarié recherche une expérience salariée qui soit meilleure. Donc depuis la pandémie, elle recherche plus de flexibilité au travail, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, plus d'avantages sociaux, être mieux protégé. On est dans un monde assez incertain, donc on a besoin aujourd'hui d'être protégé au niveau de la mutuelle, des plans de retraite, on est au cœur de l'actualité. Hein. Donc tous ces avantages sociaux font partie aujourd'hui du package de rémunération globale des salariés. C'est quoi bien-être ? Le bien-être. On peut offrir des séances de... Tout à fait. De hammam aux collaborateurs. Ouais, dans ça la mutuelle, être... tu as les séances d'ostéo ou les séances de méditation pleine conscience, le chiropracteur. Oui, chez WTW, on a des séances justement autour de la sophrologie, par exemple, des ateliers virtuels. Et on n'a pas de séance autour de l'onologie, ça m'intéresse. Ah, ça passe pas dans la santé, ça. Qui sait, pourquoi pas mettre en place ce type de programme. Et donc du coup, comme je le disais, nos enquêtes de rémunération, elles vont couvrir tous ces aspects, vraiment la partie rémunération, mais aussi plan d'avantages sociaux, politique et pratique RH, donc vraiment des éléments qui ont été d'autant plus mis en avant depuis les phénomènes d'inflation. On l'a vu,
les entreprises ne sont pas capables de proposer des budgets annuels qui sont à la hauteur de l'inflation, puisque des budgets qu'on augmente, c'est des budgets qui vont rester dans le temps, c'est pérenne. Les budgets ne sont pas extensibles. Donc pour faire face à ces effets-là, pour protéger le pouvoir d'achat de leurs salariés, eh bien, on met en place d'autres éléments comme une meilleure protection au niveau des avantages sociaux, des politiques et pratiques RH, et puis aussi des primes exceptionnelles, comme on l'a dit tout à l'heure, les primes, par exemple Macron, VVCP qu'on parle aujourd'hui, et puis des primes qui vont avoir un focus particulier sur les talents qu'on veut vraiment retenir. Je vois, d'ici une petite semaine, vous lancez une nouvelle enquête pour savoir comment ça évolue pour 2023. En fait, on lance donc une réunion de découverte de nos enquêtes de rémunération, donc le 28 mars, pour pouvoir que vous puissiez découvrir l'univers de ces enquêtes, comment on y participe, comment on a accès aujourd'hui aux données, pour simplement vous assurer demain de proposer des rémunérations qui soient compétitives et juste au sein de votre organisation, mais aussi des plans d'avantages sociaux, de politique et pratiques RH qui soient en lien avec le marché, qui soient compétitifs aussi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous êtes les bienvenus. Si vous ne connaissez pas encore WTW sur cette partie-là, donc on expliquera vraiment l'ensemble de notre panel d'enquête. Vous avez vu précédemment, on a aujourd'hui un très fort panel, 800 entreprises participantes, même plus, 1 million de lignes aujourd'hui dans nos bases de données qui nous permettent de proposer un panel de comparaison qui soit solide aujourd'hui. Ok. Moi, ce qui m'importe, c'est que l'entrepreneur ait la solution à son problème. Vous êtes en mesure de vous adapter à toute typologie d'entreprise, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa taille, sa maturité, ou alors vous êtes focus sur des boîtes qui sont un peu plus déjà matures? Non, c'est ce que je disais en amont, c'est-à-dire que même si on accompagne des entreprises de la FT 120 ou du Next 40, on a des entreprises qui sont... on reste une entreprise régionale. Donc on est sur des ETI, certaines PME également. Donc aujourd'hui, en tout cas chez WTW, n'oublions pas, on vient de chez Grâce à Voix, donc entreprise régionale, familiale et proche en fait, de nos entreprises en région, pour lesquelles on va pouvoir trouver des solutions et plutôt ils vont s'appuyer sur un grand groupe, puisqu'effectivement en tant que courtier conseil, on a le poids à l'international avec les assureurs aussi. Donc ce qui veut dire que ce qu'on va pouvoir négocier pour nos clients, tout simplement, ça fait partie d'un cheminement qu'on a en interne en disant, je vais prendre un exemple, un assureur AXA. AXA, ils savent qu'on a autant de primes qui sont placées chez eux. Donc si demain on doit accompagner un prospect sur n'importe quelle base, on ira parce qu'on sait qu'on a la capacité de pouvoir le faire. Donc c'est assez ouvert et puis pour le coup, le focus régional est vraiment très important chez nous. Bon, pour moi c'est clair. On est un petit peu à la bourre, mais on va quand même passer aux questions. Je vois Pat Le Guen qui me fait oui, très à la bourre, on a faim. On va quand même prendre quelques questions. On va commencer par l'URSSAF parce que je voulais avoir une précision par rapport là-bas aux avantages sociaux. J'aimerais pas qu'on ait des entreprises qui se retrouvent retoquées à cause de cette table ronde. Alors, ta petite précision s'il te plaît. Eh bien, en réalité, je pourrais réagir sur quasiment tout ce qui a été dit. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Si ce sont des avantages qui permettent de garder les talents, c'est parce qu'ils sont avantageux socialement parlant. Donc parce que le traitement social au niveau des cotisations est avantageux. Donc on peut parler de la prime de partage de la valeur, qui est la prime Macron, on peut parler des actions gratuites, et on peut parler des avantages en nature véhicule. L'avantage en nature, pour rappel, il y a un décompte uniquement si le salarié peut l'utiliser à titre personnel, puisque s'il n'y a pas d'utilisation personnelle, c'est négligé. Et sur le véhicule électrique, oui, il y a un avantage en nature, mais il y a un abattement de 50% au niveau de l'avantage en nature, donc c'est avantageux, qui est limité à 1 800 € par an. Et, c'est pas 2002 C'est pas passé à 2002 pour 2023 ? C'est ma petite fierté de la journée, si je crois que c'est passé de 1 800 à 2 200 € au 1er janvier 2023. Je suis peut-être actualisée au 31 décembre 2022. Je vais candidater à l'URSSAF. Hein, je t'envoie ma lettre de candidature demain pour l'URSSAF. Pas de souci. On en tout cas, c'est à peu près 2 000 € qui acceptent. C'est 2 000 € qui sont acceptables pour l'entreprise d'abattement. En fait, c'est ça, l'abattement au niveau de l'avantage en nature. C'est limité, donc 1 800 peut-être en 2022, ça a peut-être été revu à la hausse. Et aussi, tout ce qui est les frais d'alimentation électrique sont totalement négligés. C'est pas comme le carburant qui va rentrer dans le calcul de l'avantage en nature classique d'un véhicule thermique. Là, tout ce qui est le carburant, l'électricité, en fait, c'est négligé. Pareil, vous avez le droit d'autoriser vos salariés à vous brancher sur les bornes de votre entreprise pour recharger leur véhicule. C'est négligé, il n'y a pas d'avantage là-dessus. Les forfaits mobilité durable, s'il est intéressant, c'est aussi parce qu'il est exonéré de cotisations. Et en fait, tous ces dispositifs sont géniaux, mais si on est dans les clous. Chut, voilà. Amiens. Ce sera votre bienveillance. Mais alors, parce qu'en fait, derrière, tout ça est ancré dans la loi de financement de la sécurité sociale, donc il y a des conditions. Alors bien sûr, on fait
preuve de bienveillance dans l'appréciation. On ne retoque pas sur de la forme pure et dure, mais il y a quand même des conditions à respecter. Et pour tout ça, je peux que conseiller la visite conseil. Voilà, la visite conseil pour être sûr et certain qu'on est dans les clous. Et c'est vrai que sur le thermique, c'est 30% si on ne prend pas en leasing pour le salarié. Si on prend pas. En fait, il y a plusieurs méthodes de calcul. Il y a 12 ou 9% de la valeur d'achat, où il y a 30 ou 40% du leasing, mais ça, je ne le conseille pas. Pourquoi ? Parce que c'est très souvent source d'erreur, en fait, l'avantage à 30 ou 40% sur le leasing, parce qu'il faut bien reprendre dans toute sa compta et l'assurance, et l'entretien, et le carburant, et le coût du leasing. Et bien souvent, il y a un raccourci qui est fait où l'entreprise ne prend que le coût du leasing qui est pris chaque mois, et ils oublient complètement entretien, assurance, carburant. Donc le plus simple, c'est le 9 ou le 12%, mais de la valeur d'achat. Mais incroyable. Voilà. Donc on a vraiment besoin que toi et tes équipes, vous venez nous voir. Mais en réalité, voilà, sur chaque intervention, l'URSSAF aurait pu dire ah oui, attention. Donc l'URSSAF, notre meilleur ami, je vous l'ai toujours dit. Ou notre pire ennemi parfois. Allez, des questions dans le public. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'on aurait... tout le monde a faim là, je vois. Ah si, on a une question. Qui es-tu ? Et à qui s'adresse ta question ? Donc, je suis Laurie, fondatrice de Splendup. C'est une plateforme de talent pool as a service. Et j'ai une question pour Guillaume. Est-ce que vous arrivez à mesurer les bénéfices d'offrir Plume sur l'attraction des talents ? Si oui, comment vous le faites ? Est-ce que vous arrivez aussi à vous comparer par rapport à d'autres avantages du style, comme on le disait, bien-être, coaching, gym libre, etc. Alors on est encore un peu jeune et je vais avoir du mal à te répondre pour être tout à fait honnête parce que évidemment on l'a estimé. Et dans notre approche, quand on vient vous voir, on vous accompagne là-dessus. Donc on évalue effectivement l'avantage que ça peut représenter, à la fois en termes de bien-être, l'avantage économique, l'avantage en termes de productivité. Alors on s'appuie le plus possible sur des études qui sont faites. Nous, on insiste aussi sur le fait que pour convaincre, pour transformer justement les façons de se déplacer, on a besoin de s'appuyer sur les convictions de l'entreprise. On est finalement une brique, on est un outil, on met à disposition un certain nombre d'idées, je l'ai dit, un engin, les services, etc. Mais on a aussi besoin des convictions et de l'engagement de l'entreprise et des collaborateurs. On le voit, ça ne se fait pas tout seul, il faut les accompagner. On a différentes méthodes, notamment les mesures d'équivalent carbone, etc. Donc on arrive avec tous ces éléments-là. On est capable de montrer, d'apporter un certain nombre d'éléments vraiment factuels, puisqu'on s'appuie sur des éléments les plus factuels possibles. Notre trottinette Origine France Garantie, fabriquée en France, a vraiment une particularité, c'est qu'elle est créée donc, à hauteur de 82%, la création de valeur est faite en France, et c'est un modèle unique qui n'a jamais été fait pour le moment. C'est pour ça qu'on recrée une filière industrielle en France. C'est pas évident. On apporte un avantage important lié au fait qu'on fabrique en France. C'est-à-dire que, vous le savez certainement, dans la création ou dans les émissions de CO2, c'est la phase de production qui génère aujourd'hui le plus de CO2, et en particulier dans le domaine de la mobilité. L'utilisation génère un peu de CO2, mais c'est surtout la fabrication. Et donc le fait de fabriquer en France nous permet d'économiser, de faire un certain nombre de proposer en tout cas un certain avantage auquel on associe nos clients. Mais tout ça, on est en train de le valoriser et c'est un petit peu tôt, il faudrait qu'on revienne pour vous l'exposer plus clairement. Et au prochain Fresh Tech Central Day. Merci. Okay. Le deal est pris. Peut-être une dernière question avant de passer au déjeuner. Hello, qui es-tu ? Je suis Charlotte de Bénéfice. Bénéfice, c'est une plateforme, c'est bizarre de parler là-dedans, c'est une plateforme SaaS autour des avantages sociaux, justement. Et je crois qu'on a, avec WTW, il y a un rendez-vous prochainement sur le sujet. En tant que Bénéfice, mais aussi en tant que RH, forcément, je suis hyper en phase avec ce qui a été dit. Je crois qu'il y a quand même un élément qui est hyper important à compléter, c'est le sujet de la valorisation des avantages sociaux. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place tout l'intéressement qu'on veut, toute la mutuelle qu'on veut, tous les titres restaurants qu'on veut, en étant bien bordé par l'URSSAF et l'exonération de charges. Si c'est pas communiqué et si le salarié ou la salariée ne sait pas combien ça vaut, ça n'aura de valeur pour personne.
Donc je pense qu'il faut aussi évidemment mettre en place des avantages sociaux, et quand on est RH, généralement, c'est pas nous qu'il faut convaincre, c'est plutôt la partie financière de l'entreprise. Mais faire ce travail de le valoriser correctement auprès des salariés, dire voilà, ce qu'on dépense, c'est des euros dans ta poche de manière directe ou indirecte. Et c'est une des clés pour que aussi ça attire et ça retienne correctement les collaborateurs. Je vais juste rebondir là-dessus. Ce qui peut être envisageable aussi à travers ce que tu dis, c'est que le collaborateur, en fait, chaque fin d'année peut recevoir un bordereau qui va simplement lui dire, voilà, ta rémunération classique, c'est autant. Et derrière, tu as tous tes avantages sociaux, ta mutuelle, ta prévoyance, ta retraite, les tickets restaurants, etc., etc., etc. Et ça, finalement, quand on a des entretiens annuels avec les équipes, en fait, c'est aussi important parce que le collaborateur arrive, je vais vous dire une bêtise, il gagne 10K. Et puis finalement, quand on fait tous simplement cette addition, on arrive peut-être facilement à 20. Et de se dire, voilà, donc est-ce que tu te rends compte, voilà, il y a ça aujourd'hui qui est mis en place, donc demain, ça peut être ça, ça, ça. C'est fait dans certaines entreprises, et tu fais bien de le souligner, mais il faut vraiment l'avoir en tête, parce qu'en général, quand on parle de départ d'une entreprise, on va juste avoir en tête que la rémunération fixe, en fait. Formidable. On s'arrête là pour les questions. Nos intervenants, pour la plupart, je sais que Fabien a une petite obligation, mais pour les autres, vous êtes les bienvenus pour rester en cocktail déjeunatoire. Et si vous avez des questions pour nos intervenants, ce sera le moment. Je pense qu'on peut les applaudir une dernière fois. Un grand merci à vous tous.